Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à LCF à la une de l'actualité de ce jour. Mobilisation des organisations de presse. Une semaine après la tenue effective des États généraux, il est question de mettre en place une commission ad hoc chargée de suivre la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux. Et justement, retour sur les enseignements et les recommandations de ces États généraux avec la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique, Germaine Kouméalo Anaté. Elle est notre invitée du journal. Et puis à l'étranger, la violence qui monte d'un cran en Israël. Au moins 15 Palestiniens ont été tués ce mardi. Paris appelle à la retenue. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition sur LCF. Mais d'abord, un mot sur le Ramadan chez les musulmans. Une période, vous le savez, consacrée à la prière, mais aussi au jeûne, souvent synonyme d'abstinence. Les fidèles musulmans doivent pour ce faire s'interdire toute prise alimentaire du lever au coucher du soleil. Mais la question que beaucoup se posent, les non-musulmans surtout, comment s'accommoder brusquement à une nouvelle habitude alimentaire? Y a-t-il des risques liés à l'alimentation en cette période? Eh bien, les mots de réponse dans ce reportage signé Ashtamadjom et Ayarvi Dossé. Le mois de Ramadan reste une période sacrée pour le musulman. Et la manière de s'alimenter pendant ce mois de jeûne est ponctuellement modifiée. Le Ramadan correspond à une période pendant laquelle le rythme et les habitudes changent. C'est également une période où l'on prend plus le temps pour cuisiner. Comment donc s'alimenter en ce moment précieux pour le musulman? Au cours du mois de Ramadan, on devait s'efforcer à maintenir ces 3 repas. Donc, le premier repas est celui du matin. À 4 heures, qu'est-ce qu'il faut manger? Il faut se rappeler qu'on aura besoin de l'eau dans la journée. Donc, dès qu'on se réveille, la première des choses, c'est de prendre de l'eau à jeun. Lorsqu'on n'a pas encore mangé, on prend de l'eau. Et cette eau va permettre à l'organisme de s'épurer. Et tous les déchets qu'on a accumulés et la veille sera épuré. Ça va nous permettre de bien faire les selles, de bien uriner et d'éliminer les toxines. Donc on prend de l'eau. À la suite de l'eau, on prend un repas un peu consistant. Les féculents, ça peut être une pâte, du riz, des pâtes alimentaires. Et si on peut les accompagner d'une sauce légumes. En cette période, il faut beaucoup contrôler son alimentation et éviter au maximum les aliments gras. Et les personnes à santé fragile doivent nécessairement faire attention. On devrait éviter à ce moment-là des repas gras, c'est-à-dire que ce qu'on a frit, ce qu'on a mis dans l'huile, on a torréfié, tout ça là. Et si on peut vraiment les éviter, à ce moment-là, ça serait bon. Trop d'épices, c'est-à-dire que les piments, les piquants, les épices fortes, genre les poivres forts, les gingembres qui peuvent piquer. Et une personne qui se connaît malade devrait pouvoir faire cet exercice avant le début de chaque Ramadan. Donc, en accord avec son médecin traitant, et le médecin peut peut-être lui donner l'autorisation de jeûner ou bien de ne pas jeûner. Durant le Ramadan, il faut donc veiller à structurer les prises alimentaires autour de 3 repas en heures décalées et éviter de grignoter continuellement tout au long de la rupture, comme on le constate souvent. L'hydratation doit être régulière et suffisante sur cette période. Consommer beaucoup de boissons. La plus naturelle, l'eau. Il faut également consommer le thé, les tisanes et aussi les fruits. Santé toujours dans cette édition, c'est une des principales causes de mortalité, de morbidité de l'enfant dans le monde. Elle résulte la plupart du temps de l'eau ou d'aliments contaminés. Nous parlons de la diarrhée, ou si vous voulez des maladies diarrhéiques qui constituent un véritable problème de santé publique, surtout avec ces dernières pluies diluviennes qui peuvent être un facteur de risque. Comment se manifestent-elles alors et comment les prévenir? Éléments de réponse dans ce reportage signé Cassandra Anaoui. Symptômes d'une infection intestinale pouvant être causés par divers micro-organismes comme les bactéries, les virus ou encore par des parasites. Les maladies diarrhéiques sont un véritable problème de santé publique, surtout en période de pluie. La diarrhée se désigne comme une émission fréquente de sel plus ou moins liquide. Il y a d'abord 2 types, comme je le disais, qui sont carrément fréquents dans les saisons de pluie.
les diarrhées aiguës dysentériques et les diarrhées cholériformes. Les diarrhées aiguës dysentériques se manifestent par la douleur abdominale, des fois des épreintes suivies de ténesme, avec l'apparition de fièvres, et l'aspect des selles et la fréquence sont très importants. Les selles sont très fréquentes, mais peu abondantes, caractérisées par la présence de la glaire ou du mucus. Des fois c'est mucopurulent ou carrément des fois c'est sanglant. Mais dans le cas de la diarrhée cholériforme, les selles sont très nombreuses, aqueuses et affécales. Il existe différents types de diarrhées qui fréquemment sont causées par des intoxications alimentaires. Il y a la toxi-infection alimentaire ou la diarrhée du voyageur. Toxi-infection alimentaire, qu'est-ce qui cause souvent? Il y a l'absence d'hygiène rigoureuse des mains. Il y a la consommation de l'eau qui sont plus ou moins souillées par certaines bactéries ou d'autres germes. Dans le cas de diarrhée du voyageur, il y a la notion de déficit de l'hygiène rigoureuse des mains et la consommation de l'eau plus ou moins souillée. Outre le risque lié à l'affection provoquée par la diarrhée, cette maladie peut provoquer une simple déshydratation mortelle, surtout chez les nourrissons dans certains cas. Elle est un peu sérieuse chez les enfants et les personnes âgées, due à sa déshydratation, à la déshydratation que la diarrhée peut causer. Souvent chez les enfants, il faut reconnaître les signes de la déshydratation afin de savoir à quel moment juste faire une consultation afin d'éviter la survenue d'un problème grave comme la mortalité due à une déshydratation. Nous avons les signes de déshydratation comme l'excavation des yeux. Une hygiène drastique est donc requise. Éviter tout contact avec les matières fécales et maintenir son environnement toujours propre. Il est aussi recommandé d'éviter la consommation des eaux souillées. Ce sont quelques-unes des mesures pour éviter cette maladie. Je vous le disais dans les titres, une semaine après la tenue effective des États généraux de la presse togolaise, le patronat national des patrons de presse et l'association togolaise de la presse privée se sont retrouvés ce mardi. Objectif, mettre en place des dispositifs adéquats pour la mise en œuvre et le suivi des recommandations issues des États généraux. Mais avant cela, retour sur ces États généraux de la presse togolaise avec Rajoul Mouramadou. Porté à bout de bras par le trio Autorité de régulation, ministère de la communication et organisation professionnelle des médias, les états généraux de la presse togolaise dans le jargon médical correspondent à une thérapie de groupe entre journalistes. Au-delà de la volonté politique et des discours, c'est d'abord une grosse cuisine interne au cours de laquelle les près de 250 journalistes et experts du secteur ont confronté leurs idées pour transformer le réel de la corporation et baliser la voie vers sa professionnalisation dans les meilleurs délais. Le nouveau visage de la presse togolaise a ainsi pris forme à travers des panels thématiques et les travaux des 9 commissions ad hoc constituées. Dans chacune d'elles, des diagnostics spécifiques ont été posés et des recommandations ont été formulées. Nous sommes venus ici après avoir élaboré une plateforme commune avec Atopel et je pense que la plupart de ces propositions ont été retenues, ou en tout cas dans les commissions dans lesquelles nos représentants ont travaillé. La concession ou bien la délivrance par la HAC, par exemple, de cartes de presse aux journalistes de la presse en ligne, ce qui aujourd'hui n'est pas fait, parce que le cadre légal n'existe pas. Moi, je nous exhorte à penser à deux choses. Le statut particulier des journalistes et techniciens de la communication et la convention collective. De l'agglutination de ces chapelets de propositions, le Présidium en a ficelé un rapport général. Sous le thème « Le pari de la professionnalisation ». Je peux dire que je suis satisfait, tout simplement parce que les états généraux finalement ont eu lieu. Et bien, il faut maintenant analyser, vérifier maintenant le produit
Le linge sale de la presse togolaise lavé en famille, une feuille de route délimitant les contours de recommandations et actions urgentes à mener ont été remises sur la table de la ministre de la Communication. Une feuille de route qui recommande des mesures chocs comme la création d'un centre de perfectionnement des journalistes, la mise en place de programmes de bourse inclusifs, la déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale de tout le personnel de tous les organes de presse, l'établissement d'un régime d'assurance spécifique pour journalistes, l'alignement des salaires des journalistes de la grille de la convention collective sectorielle, la réduction du coût d'établissement de la carte de presse à 5 000 francs, l'institutionnalisation et le renforcement de l'Observatoire togolais des médias dans sa mission d'autorégulation. Et pour la mise en œuvre et le suivi, la ministre de la Communication fait à son tour une proposition forte. À partir de cet instant, chers acteurs des médias, je vous propose un pacte de confiance réciproque. Dès les prochains jours, je vous convierai à une rencontre pour faire le point sur ce que nous venons de vivre ensemble. Ensuite, j'aimerais vous proposer d'établir avec le ministère de la Communication un partenariat stratégique à travers la mise en place d'un cadre de rencontres régulières afin qu'ensemble, nous puissions évoluer étape par étape avec pragmatisme dans la mise en œuvre des recommandations des États généraux de la presse, et ce, à côté du travail que le comité de suivi doit nécessairement faire. La ministre Kouméalo Anaté a rassuré son auditoire sur le fait que les médias occupaient une place de choix dans la politique du gouvernement en tant qu'outil de gouvernance et de développement. À la veille d'une échéance électorale majeure, les recommandations de ces États généraux ne risquent pas de finir dans les placards du gouvernement, au risque pour ce dernier de s'attirer les foudres de la presse togolaise, réputée très acerbe. Voilà donc pour les États généraux de la presse togolaise. Et avec nous pour en parler sur ce plateau, Madame Kouméalo Anaté, ministre de la Communication. Madame la ministre, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Alors après moult réflexions et beaucoup de supputations autour de la question, aujourd'hui c'est fait, la presse togolaise a enfin tenu ses États généraux. On sait qu'au début c'est d'abord une initiative soutenue par le gouvernement. Dites-nous, Madame le ministre, pourquoi était-il important d'organiser ces États généraux de la presse togolaise? Bien, avant toute chose, je voudrais profiter de votre tribune pour réitérer une fois encore mes remerciements et mes félicitations à tous les acteurs qui se sont mobilisés pour permettre à ce rendez-vous historique d'avoir lieu. Je veux parler bien entendu du chef de l'État, du gouvernement dans son ensemble, mais aussi de tous les acteurs, les professionnels des médias, la HAC, nos partenaires en développement qui nous ont accompagnés. Vous savez que c'est un désir, maintes fois renouvelé par les acteurs, les professionnels des médias qui ont exprimé cette volonté à plusieurs reprises. Et ce désir a eu un écho favorable auprès du gouvernement et auprès de nos partenaires en développement qui ont justement voulu accompagner la tenue de ces États généraux. Et tout a été effectivement mis en place, mis en œuvre pour que cela puisse connaître une réussite. Et nous nous réjouissons aujourd'hui d'avoir tenu le pari d'abord de l'organisation de ces États généraux et nous nous félicitons des résultats issus de ces rencontres. Et donc, puisque je disais que c'était un désir émanant donc, des journalistes, on note qu'il y avait effectivement une forte mobilisation parce qu'après 25 ans de parcours, je parle donc depuis le début de la libéralisation du paysage médiatique donc dans les années 90, il était important pour tous les acteurs des médias, je pense, de s'arrêter pour faire le bilan sur le chemin parcouru, voir les difficultés que rencontre le secteur, les problèmes que rencontre le secteur et qu'ensemble, dans ce cadre-là qui est formidable, les États généraux, ce cadre de dialogue et d'échange, trouver les voies et moyens devant nous permettre de sortir la presse togolaise du marasme dans lequel elle se trouve aujourd'hui et donc d'aller vers plus de professionnalisation. Alors à vous attendre, Madame le Ministre, c'est clair, aujourd'hui c'est un pari gagné, une démarche donc salutaire, mais comment comprendre à ces organisations que le patronat de presse togolaise n'ait pas participé et que ce patronat se désolidarise en quelque sorte à la veille même de l'organisation de ces assises? Alors justement, vous parlez d'une des organisations. Le monde de la presse, on a environ 13 organisations de patronat de presse et de syndicats de journalistes
13, hein, donc vous parlez d'une sur 13. Et il y a également les journalistes, les milliers de journalistes qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est vraiment une grande famille. Et lorsqu'on parle d'organisation, donc des états généraux, il y a 3 phases importantes. Il y a l'avant, le pendant et l'après. Et je dois vous dire qu'à chacune de ces phases, que ce soit de façon directe ou indirecte, nous avions ce patronat avec nous. Nous avons voulu, il y avait 2 mots d'ordre pour ces états généraux, sauvegarder la liberté d'expression, mais être inclusif. C'était un rendez-vous inclusif et tous les acteurs étaient présents. PPT, pour le nommer, avait un délégué qui a participé au comité d'organisation des états généraux. Lorsque nous avons fait la journée d'échange en avril, ils étaient également à nos côtés. Et sur la base de quelques malentendus, ils ont voulu surseoir ou suspendre leur participation. Nous avons eu des échanges avec eux. Nous étions vraiment sur la même longueur d'onde. Et même si l'organisation, en tant qu'organisation, n'était pas présente, individuellement, certains patrons ou directeurs d'organes étaient présents. Et nous espérons, parce que ce n'est qu'une étape, les états généraux. Le vrai travail, c'est maintenant que ça va commencer, c'est-à-dire la mise en œuvre. Et il n'est jamais trop tard. J'espère que pour la mise en œuvre également, nous pourrons compter sur eux. Alors, avant même d'arriver à la mise en œuvre, on imagine, Madame le Ministre, que le fait que le patronat de presse togolais se soit désolidarisé à la dernière minute et puis avoir influé d'une certaine manière sur l'organisation, sinon les recommandations issues de ces travaux. Pas du tout, parce qu'une telle grande organisation, un grand événement comme les États généraux, ce n'est pas 3 jours avant que ça se décide. C'est toute une préparation qui s'est déroulée au fil des mois et au fil des jours. Et je vous ai dit qu'avant, ils étaient avec nous, et ils ont été avec nous pendant, puisque nous avons même eu un de leurs représentants qui avait une communication et qui est venu faire sa communication sur la gestion des entreprises de presse. Donc ils étaient présents. Et comme je le dis, même si toute la corporation n'était pas présente, ce n'est pas important, puisque c'est des délégués que nous avons travaillé avec des délégués. Et nous espérons qu'ils seront encore présents pour la mise en œuvre. Alors, en venant maintenant aux conclusions de ces états généraux, dites-nous, Madame le Ministre, quelles sont les principales recommandations aujourd'hui? Alors, votre reportage tout à l'heure a fait la synthèse déjà, une bonne synthèse. Il y a une longue liste des recommandations, on ne va pas en parler ici, mais les principaux points sur lesquels il faut insister aujourd'hui, puisque nous parlons de professionnalisation de la presse, et parmi les principaux mots qui ont été diagnostiqués, c'est l'insuffisance de formation, pour ne pas dire manque de formation pour beaucoup de journalistes qui ont appris le métier sur le tas ou qui arrivent comme ça d'autres filières sans être passés par les écoles de journalisme. Donc, l'une des recommandations phares, c'est la mise en place d'un centre de formation de recyclage des journalistes, ce qui existe déjà au niveau du ministère, et nous allons nous atteler pour que nous puissions prendre en compte cette préoccupation fondamentale. Il est question aussi d'accompagner une réflexion entre les patrons et les employés des acteurs, donc des médias, pour mettre en place la convention collective. C'est très important de veiller à améliorer les conditions de vie et les conditions de travail des journalistes. Il est également question de la sécurité du journaliste sur son lieu de travail. Donc nous allons également à ce niveau veiller aussi à ce que des mécanismes soient mis en place pour améliorer cela. Le statut des médias publics qui doit aussi faire objet de réflexion, les accompagner peut-être vers des offices, mais aussi le statut particulier du journaliste. Alors, vous parlez du statut particulier. On sait que si ce statut-là est adopté aujourd'hui, ça doit d'abord être un projet. Et si ce projet-là est adopté aujourd'hui, est-ce que ça va d'office s'imposer à ceux qui n'ont pas participé? Je parlais du PPT, par exemple. Alors, je crois qu'il ne faut pas faire la langue de bois. Les mots qui minent la presse togolaise, c'est les mêmes. Quel que soit le média, nous partageons les mêmes problèmes. Et ce n'est pas parce que toute la corporation, comme je disais, l'organisation PPT n'était pas présente, que leurs idées ne sont pas prises en compte. Leurs idées sont prises en compte et il ne faut pas faire de la mauvaise foi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans mes interventions sur la bonne foi, sur la confiance que j'ai rappelée et sur vraiment le sens des responsabilités. Et si on est responsable, on ne peut pas dire que l'idée d'une personne prévaut sur 250 personnes réunies. De vous à moi, je pense qu'il faut être sérieux. Et si on est sérieux, on dira que... Alors, il y a 2 choses aussi que je dois signaler. C'est-à-dire, il y a 250 personnes qui sont réunies, mais avant de se réunir, beaucoup d'organisations ont fait parvenir
des plateformes fait parvenir des recommandations. Il y a eu des études qui ont été faites, donc nous avons pris en compte tout cela. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une liste exhaustive et la porte n'est pas fermée. Et c'est pour cela, peut-être qu'on en reparlera, que j'ai proposé par rapport au mécanisme de suivi de la mise en œuvre des recommandations, j'ai proposé qu'il y ait une rencontre permanente, une concertation permanente entre les acteurs des médias et le ministère. Parce que peut-être qu'il y a même des points que nous avons oubliés au niveau des états généraux, mais ce n'est pas grave. Alors là, vous évoquez la mise en œuvre des recommandations ici de ces assises-là. Il y a certains aujourd'hui qui pensent que ce n'est qu'un feu de paille et que vraiment c'est des choses qui ne peuvent pas aller loin. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de cela, Madame le ministre? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'abord formatrice moi-même. Je suis enseignante et je suis chercheur. J'ai travaillé, ma spécialité c'est l'étude des médias et les problèmes qui minent le secteur me tiennent à cœur. La bonne santé d'une presse, c'est la bonne santé de la nation. La presse doit participer à la vie démocratique, à la vie citoyenne, à la formation de nos concitoyens, au développement du pays. Et je pense que si c'était pour aller revenir mettre les recommandations dans les tiroirs, nous aurions perdu et le temps et de l'argent. Et ce n'est pas mon but. Et chacun doit y mettre du sien. Il ne faut pas que les acteurs des médias pensent que c'est uniquement le gouvernement qui doit faire le travail. C'est tout le monde qui doit y mettre du sien pour que les différentes recommandations puissent aboutir, puisqu'il y a recommandations par catégorie pour le gouvernement, pour les patrons de presse eux-mêmes, pour la HAC, pour les différentes catégories de personnes. Alors parlons donc justement des suivis de ces recommandations. Il est question aujourd'hui de mettre en place des dispositifs permettant donc de suivre ces recommandations-là. Et justement à propos, il y a eu des organisations qui se sont réunies aujourd'hui. Je vous laisse suivre dans ce reportage ce qu'il en est du suivi donc des recommandations de ces états généraux. Pour que les récentes assises de la presse ne soient pas un événement sans lendemain, le Conseil national des patrons de presse et l'Association togolaise de la presse privée en ligne prennent déjà leurs responsabilités pour une application effective des recommandations qui incombent aux professionnels des médias et aux organisations représentatives de la corporation. Mission confiée à une commission ad hoc constituée à cet effet. Nous, en ce qui nous concerne, nous mettons en place une commission qui aura un double rôle. D'abord, identifier les recommandations qui incombent au patronat de la presse et établir un chronogramme de mise en œuvre de ces recommandations. Le deuxième rôle de cette commission, c'est de servir de cellule de veille aux recommandations concernant le gouvernement. Les assises de la presse première du genre se sont déroulées du 30 juin au 2 juillet dernier, un grand rendez-vous qui a réuni plus de 200 journalistes et organisations de la presse. Le CONAP et la TOPEL s'estiment satisfaits de ces assises. Je crois que l'ensemble des participants est satisfait du déroulement des travaux. D'une part parce que chacun a pu exprimer son point de vue, porter ses idées, porter ses projets sans tabou. Pour tous ceux qui ont assisté aux travaux, ils ont pu constater que parfois les échanges, les débats ont été houleux, sans concession. À 90%, nos recommandations ont été prises en compte, surtout de la presse en ligne. Donc c'est une grande satisfaction pour nous. Maintenant, une chose est d'être satisfait, mais l'autre est d'avoir l'application de ces recommandations. Le CONAP et la TOPEL lancent donc un appel à tous les promoteurs et responsables des organes de presse à les rejoindre afin de peser davantage sur les décisions publiques pour que le pari de la professionnalisation soit tenu. Alors, Madame le ministre, un mot sur peut-être ce comité ad hoc qui vient d'être mis en place justement pour suivre les recommandations issues de ces états généraux. Et dites-nous, peut-être, Madame le ministre, comment se présente aujourd'hui l'avenir de la presse togolaise? Jusqu'à combien de mois, je dirais peut-être même d'années, peut-on enfin imaginer une presse togolaise professionnelle? Alors, par rapport à la commission, je découvre en même temps que vous, donc j'espère que j'aurai officiellement la composition de cette commission. Mais ce que je dois dire, chacun doit jouer le rôle de veille, individuellement ou collectivement. Nous devons tous veiller à la mise en œuvre de ces recommandations. Et personnellement, je suis optimiste et je pense que si chaque acteur fait son travail et met du sien, la presse togolaise a un meilleur avenir. Et je puis vous rassurer de la disponibilité du gouvernement à accompagner ce processus. Merci Madame le ministre d'être placée sur notre plateau et surtout bonne chance, je dirais, non seulement à la presse, aussi au ministère qui a joué quand même un rôle très important dans l'organisation de ces assises.
La suite de cette édition avec l'actualité à l'étranger à présent, direction Israël où la violence est montée d'un cran ce mardi, raid aérien contre roquettes, tir de roquettes. Au moins 15 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza dans une vaste offensive israélienne faisant craindre le pire. Israël se dit prêt à une attaque pendant que Paris et Washington appellent à la retenue. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Très bonne suite de nos programmes.